La réalité, c'est qu'on est ici, à Montréal, en ce beau dimanche, à 6 dodo du vote pour la direction du Parti québécois, pour célébrer l'anniversaire de Carole Poirier. Oui! Qui est la députée de Saga-Maisonneuve et qui est quelqu'un qui se bat au quotidien pour la qualité de vie des Montréalais. Alors aujourd'hui, on va faire deux choses ensemble. D'abord, donner les orientations que j'aurai comme chef du Parti québécois si les membres m'accordent leur confiance vendredi prochain. Et c'est quelque chose qui, avec Carole, avec nos collègues, avec plusieurs candidats qui sont derrière moi, qui étaient candidats montréalais pour l'élection de 2014, nous avions commencé à réfléchir à ça. Et il se trouve que les libéraux n'ont pas appliqué notre programme. Pouvez-vous croire ça? On avait des bonnes idées, on avait identifié les problèmes, on avait identifié les solutions. Et donc, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que sous les libéraux, ben, ça a empiré. Ça a empiré et donc, à l'élection d'octobre 2018, il faudra mettre les bouchées doubles pour redonner de l'élan à la métropole. Rapidement, quelques sujets en habitation. Alors, nous avons su, la Direction de la santé publique de Montréal, l'automne dernier, nous a dit que 38% des logements à Montréal présentaient au moins un facteur d'insalubrité. C'est comme s'il y avait une ville de 50 000 ménages vivant dans l'insalubrité. Si cette ville existait à l'extérieur de Montréal, il y aurait une opération d'urgence pour redonner de la qualité de vie à ces gens-là. Mais puisqu'elle est disséminée sur l'île, le gouvernement ne fait rien. Et non seulement ne fait rien, mais recule. Il a sabré dans un programme de rénovation, qui serait essentiel, évidemment, et il a réduit la cadence de la création de nouvelles habitations sociales. Alors bien sûr, nous continuons à dire qu'il faut au moins 1500 nouveaux logements sociaux construits chaque année pour rétablir le programme de rénovation. Et il faut faire davantage parce qu'une autre problématique, c'est la migration de familles à l'extérieur de l'île, alors que ce n'est pas leur choix. Dans 50% des cas, ces familles veulent rester sur l'île, mais ne trouvent pas une offre suffisante ou suffisamment abordable ou avec la deuxième, la troisième chambre. Alors, nous avons, lorsque nous étions au pouvoir, trop brièvement, développé un programme, un rapport qui s'appelle Montréal égale famille, qui avait fait l'unanimité chez l'ensemble des intervenants, que ce soit les groupes sociaux, la Ville de Montréal, les constructeurs d'habitation, les syndicats, pour dire que c'était la meilleure façon de remédier à ce problème. Bien sûr, nous allons reprendre ce rapport qui est sur la tablette. Je sais sur quelle tablette ils l'ont mis. Okay? Je vais enlever la poussière et nous allons mettre en œuvre. Et ça veut dire aussi davantage de décontamination des terrains et l'utilisation de terrains verts qui appartiennent au ministère des Transports, à la Ville de Montréal et aux commissions scolaires pour qu'on puisse construire des logements, des habitations abordables parce que ça ne coûte pas plus cher de construire un duplex à Montréal qu'à Brossard. C'est le terrain qui coûte cher. Alors, nous en avons des terrains. Alors, nous allons prendre ça en francisation, évidemment, il y a la catastrophe qui est la baisse du financement de la francisation en entreprise. Et ici, il y a plusieurs grandes entreprises de l'Est de Montréal qui avaient des programmes de francisation au travail qui ont été coupés. Alors ça, c'est incroyable. Et évidemment, nous pensons que la nouvelle frontière de la francisation sur l'île de Montréal, c'est d'accompagner les entreprises de 25 à 50 employés vers une francisation, sachant qu'il y a à peu près 40% des néo-québécois qui travaillent dans les moyennes entreprises, où l'anglais est la langue prédominante. Alors évidemment, ça leur donne un signal que la langue du succès et de l'économie, c'est l'anglais. Nous l'avons fait pour les entreprises de 50 employés et plus. C'est le temps de passer à l'étape suivante. Évidemment, il y a deux grands partis qui s'opposent à ça, les deux partis fédéralistes de droite, les libéraux et la CAQ. D'ailleurs, si la CAQ avait voulu poser un geste pour la francisation des entreprises, ils auraient pu voter avec nous la loi 104 qui précisait cela. Et ce refus de la CAQ d'agir sur ce front explique que la loi n'a pas été adoptée. En éducation, bien sûr, notre programme, c'est une place, un enfant, une place de qualité. Ça veut dire qu'on va privilégier les CPE. On veut réinvestir dans les CPE. On veut geler les garderies privées, le développement des garderies privées. Si une garderie privée qui veut vendre son permis, ce sera une CPE qui le reprendra. On veut faire en sorte que chaque enfant en difficulté au Québec ait une place garantie dans un CPE. Évidemment, pour les écoles, on pense qu'il faut réinvestir. On a calculé que c'est 290 millions de dollars qui ont été enlevés aux écoles de l'île de Montréal depuis le début du gouvernement Couillard. Il faut réinvestir non seulement dans l'aide, dans le nombre d'enseignants, mais aussi accélérer les
projet d'infrastructure face à toutes nos écoles vétustes à Montréal. Transport collectif, c'est scandaleux que le programme qui a été identifié comme prioritaire depuis 15 ans, qui est le prolongement de la ligne bleue de Montréal, soit toujours dans les limbes. Toujours dans les limbes. Et on est très heureux qu'il y ait un beau projet pour le centre et l'ouest de l'île. D'ailleurs, on est d'accord avec la Ville de Montréal qui dit qu'il devrait y avoir 3 raccords du REM de la Caisse avec le réseau de métro existant. Mais la ligne bleue dans l'est vers Anjou doit se construire en parallèle immédiatement. Et pour l'instant, on est dans les limbes. Ça n'a pas de sens. On veut aussi un bureau de projet pour le boulevard Notre-Dame, qui pour l'instant est dans les limbes. La desserte de la pointe de l'île est toujours quelque chose qui n'est pas sur les plans. Et ben, le train de l'Est, qui est réalisé, pas assez utilisé. Le coût de transport est trop élevé. D'ailleurs, les gens doivent payer 2 fois. Une fois le train de l'Est et ensuite le système de métro ou d'autobus de Montréal. Il faut uniformiser. Et puis, il y a le problème que le REM va faire en sorte que les gens qui prennent le train de l'Est jusqu'au centre-ville, maintenant, devront changer. Devront faire un changement. Alors ça, ce n'était pas prévu. Ça nous refroidit considérablement. Et donc, ça veut dire qu'il faut une compensation pour susciter une meilleure utilisation du train de l'Est. En matière de santé, ben, vous le savez, la population montréalaise, surtout dans l'Est de Montréal, est plus sensible aux coupures que les autres. Et quand la protectrice du citoyen nous dit la semaine dernière qu'il y a eu une réforme qui a été faite au détriment des patients, ben, ça a été de façon encore plus forte chez les citoyens de l'Est de Montréal et des zones pauvres de l'Ouest de Montréal aussi, du Sud-Ouest. Et ça, c'est inacceptable. Le rationnement des soins à domicile, alors que nous avons une population en moyenne plus âgée que celle du reste du Québec, ça veut dire qu'on a été touché en particulier. Et là, ce qui est vraiment scandaleux, c'est que le projet, enfin, l'hôpital le plus vétuste à Montréal, c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et c'est celui qui dessert le plus grand nombre de citoyens à Montréal, 600 000 personnes. Et le docteur Gaétan Barrette a pris la décision, pendant 3 budgets consécutifs, malgré la promesse qu'ils avaient faite en 2014 de donner priorité à ce projet, de ne pas donner le feu vert, même à l'étape préliminaire. C'est un non-sens, c'est un scandale permanent. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont a besoin, de façon urgente, de rénovation et nous engageons à faire en sorte que ce soit fait. Quoi dire d'autre? Ben, nous, le statut de Montréal, on est favorable au statut de métropole. Lorsque j'étais ministre de la Métropole, on avait commencé des travaux en ce sens. Cependant, nous disons une chose. Si Montréal veut plus d'autonomie, bien sûr, que Montréal ne doit pas demander la permission à Québec pour changer la limite de vitesse dans un arrondissement, bien sûr. Qu'elle soit plus en charge de ses permis, bien sûr. Si les Montréalais veulent modifier de façon substantielle le partage des pouvoirs entre les arrondissements et la ville-centre, c'est leur privilège, c'est leur ville. Mais encore faut-il qu'ils le veuillent. Alors nous disons au ministre Coiteux et au maire Coderre, si vous nous demandez de voter un changement majeur de répartition des pouvoirs, la seule question qu'on aura pour vous, c'est où est votre mandat? Qui vous a donné ce mandat? Alors, pas de mandat, pas de changement. Un mandat, bien sûr, nous allons accompagner les Montréalais dans le changement. Alors, les Montréalais, qui sont-ils? Bien, ils sont très divers. Ils sont de toutes sortes de professions, d'âge, d'origine. Et j'ai avec moi des Montréalais qui ont décidé aujourd'hui d'exprimer leur soutien à la campagne qu'on mène déjà depuis quelques mois et qui, d'après ce que je vois, est en montée. J'ai l'impression qu'on est en montée. L'important, c'est d'être en avant, pas dans les 3 premiers jours, mais dans les 3 derniers jours. Alors, ça, c'était mon plan de campagne depuis le début. Et je vais demander d'abord à Carole, qui a un message de... On a eu plusieurs maires de Montréal récemment, et il y en a eu un dont l'intégrité est sans tâche, qui a fait l'unanimité. Il était là brièvement, mais on a beaucoup apprécié. Alors, tu as un message de M. Laurent Blanchard. Exactement. Alors, Laurent Blanchard, ex-conseiller de Chalaga et surtout ex-maire de Montréal. Alors, son message, il est simple, il est limpide. Élisez, lisez, Élisez, lisez. C'est aussi simple que ça. J'ai le grand plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui quelqu'un qui représente aussi l'intégrité, l'indépendance, la résilience, la sagesse
qui a agi au sein des gouvernements du Parti québécois, qui a agi aussi comme conseil auprès du Bloc québécois, qui était président de l'élection lors de la dernière course au leadership. Donc, il a été d'une neutralité sans faille. Je n'avais pas la moindre idée s'il était avec moi ou avec d'autres, ou neutre, ou qu'il ne le savait pas. Mais cette fois-ci, il a décidé de prendre position. Je le remercie d'être ici. Jacques Léonard. Alors, je souhaite bonne chance à Jean-François. J'ai décidé de l'appuyer parce que pour moi, c'est un renouveau qui ressemble au retour de Parizeau en 89. Et là, il y avait le débat évidemment sur la souveraineté du Québec, mais en même temps, personne n'avait d'exigence majeure parce qu'on savait tous qu'on n'était pas prêts. Aujourd'hui, je pense qu'il est capable de réaliser une forme d'unité de l'opposition parce que c'est la condition essentielle pour gagner la prochaine élection. Et puis, après, l'avenir lui appartient, il appartient surtout aux Québécois. Alors, je connais Jean-François depuis longtemps, depuis même ses premiers articles dans les journaux, dont le journal Le Monde et Le Devoir. Je l'ai vu à l'œuvre au gouvernement de différentes façons. J'ai lu ses livres. Je sais qu'il a du tempérament. Et à Québec, c'est quelqu'un qui va faire la dragée, qui va tenir la dragée haute à M. Couillard. Je suis convaincu qu'il va réussir. Merci, merci beaucoup. Une amie qui a travaillé longtemps au Bloc québécois, ensuite dans des universités à Concordia, qui est une des animatrices de la Fondation Raif Badawi, quelqu'un qui a été de tous les combats pour la liberté, qui a été candidate pour le Parti québécois en 2014, Evelyne Abitbol. Merci. Moi, je vais être extrêmement brève. J'appuie Jean-François Lisée d'abord parce que je le connais depuis une trentaine d'années. Je connais sa loyauté envers les Québécois, et je l'appuie surtout pour la laïcité. Sa position sur la laïcité, elle est exemplaire à mon avis, surtout en ce qui concerne l'égalité homme-femme. Rachid Bandou, il est doublement indépendantiste. Il est indépendantiste pour sa contrée d'origine, la Kabylie, et il est indépendantiste pour sa contrée d'adoption, le Québec. Rachid. Bonjour Rachid. Je vais essayer d'être bref là. Pourquoi j'appuie Jean-François Lisée avant de l'appuyer? J'ai été voir les gens de la communauté kabyle. La grosse majorité était d'accord à appuyer M. Jean-François Lisée. Pourquoi? Pour la question de la laïcité. Et c'est lui qui présente quand même un programme crédible en matière d'intégration, d'immigration et de francisation et compagnie. Voilà pourquoi on a... Si vous avez suivi les fils Twitter, vous avez vu récemment des gens qui ont dit « Quelqu'un avec un charmant accent anglais m'a appelé pour me demander d'appuyer Jean-François Lisée. » Et j'ai dit oui. Et moi, depuis longtemps, je crois que les anglophones ne seront pas majoritairement pour l'indépendance. Mais entre 0 et 50, il y a beaucoup de marge. Alors moi, je veux monter cette marge-là le plus possible, et je vais le faire avec mon amie Jennifer Drouin. Jennifer. Je prie Jean-François Lisée pour le travail qu'il a fait par le passé et les gestes d'ouverture auprès de la communauté anglophone. Il a notamment écrit un discours au Centaure il y a 20 ans. Et puis aussi pour le plan stratégique qu'il va élaborer pour les 6 prochaines années, qui va nous amener vers un référendum bien préparé et gagnant. Duncan Robertson a aussi un accent. Il est membre de l'exécutif du Parti québécois de Rosemont. Duncan? J'appuie M. Lisée, parmi d'autres choses, pour sa promesse d'assurer que tout le monde qui va au cégep au Québec va voir la francisation. Ce n'est pas seulement l'anglais pour tout le monde, mais aussi le français pour tout le monde. Ça, c'est essentiel. Merci.
Il y a quelqu'un qui m'a appuyé, non seulement dès le début, mais la veille et l'avant-veille. Un souverainiste de longue date, et quelqu'un qui partageait, disons, mon pragmatisme et ma lucidité, avec qui j'ai dit, tu sais, si on se met à dire qu'il n'y aura pas de référendum dans un premier mandat, ça va vanter. Ça va vanter beaucoup au sein du Parti québécois, donc il faut que des figures connues et crédibles disent « Jean-François a raison ». Et il a dit présent, dès le premier jour. Gérald Larousse. J'appuie Jean-François Lisée d'abord pour sa largeur de vue, son plan très réaliste et pragmatique, et de tous les programmes qui nous sont présentés, c'est le programme qui est le plus détaillé et le plus progressiste. Mais surtout, c'est un homme d'État. Et je pense qu'au moment où nous en sommes, il faut que la réplique soit forte, franche, déterminée, parce que le projet est trop important pour qu'on n'y consacre pas le temps qu'il nous faut pour aller chercher le mandat, obtenir ce référendum, qui va changer la vie quotidienne et surtout la vie du monde ordinaire. Jean-François Lisée, c'est mon candidat et je suis content d'avoir été aux premières heures avec lui. Alors, je tiens à saluer la présence de Michel Rioux. Il est là, OK. Alors, Michel vient. Alors, Michel est, avec Gérald et plusieurs autres, animateurs du collectif pour le renouvellement de la social-démocratie. Et cette semaine, il écrit dans l'autre journal. Une publication qui n'est pas toujours favorable à toutes mes idées. Certaines, mais pas toutes. Alors, Michel, merci. Je m'excuse, je ne pensais pas prendre la parole aujourd'hui. J'ai fait une erreur il y a quelques mois. J'avais envoyé un courriel à Jean-François pour lui suggérer de ne pas se présenter parce que je trouvais qu'il avait assez donné, assez souffert. Mais c'est une très, très grande erreur. Et je suis très heureux d'apporter mon appui à Jean-François, un homme d'une intelligence remarquable, un débatteur qui va tenir, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, la dragée haute au docteur Couillard. Et c'est avec lui qu'on a un plan bien défini pour se rendre à un référendum gagnant. Merci. Je vais rester dans le monde de la social-démocratie. Enfin, on est tous sociaux-démocrates ici, mais il y a quelqu'un qui vient d'arriver, je suis très content qu'il soit là, qui a été secrétaire général de la CSN pendant plusieurs années, qui a été très impliqué dans le camp du changement, c'est-à-dire cette grande coalition de sociaux-démocrates pour le oui en 1995, et qui a été aussi le coordonnateur de la campagne du oui en 1995, qui est de toutes les batailles pour le progrès social, mon ami Normand Brouillet. Ben, écoutez, je suis très content d'être ici, d'appuyer Jean-François, parce que je constate que Jean-François, c'est une candidature solide, une candidature crédible, et c'est quelqu'un qui a une longue expérience politique, et puis qu'en plus, il a maintenant, depuis plusieurs années, une expérience terrain dans le comté de Rosemont. Alors, quant à moi, je pense que c'est le candidat qu'il faut pour donner la réplique à Philippe Couillard et nous mener à la victoire. Merci. On a une concitoyenne québécoise qui mène un combat pour la liberté de conscience, la liberté de parole, la liberté d'expression, et qui parfois en paie le prix. Mais elle a une solidarité autour d'elle qui montre la force de la valeur de la liberté d'expression au Québec. Et elle est en train de mener un combat judiciaire. Je suis certain qu'elle sera couronnée de succès parce que sa cause est bonne. Puis comme j'ai aussi ma licence en droit, je sais que sa cause est bonne. Alors, merci d'accueillir avec moi Jamila Benabi. Finalement, c'est toi qui m'as pris. Je suis très très contente d'être là pour appuyer Jean-François Lisée pour plusieurs raisons. C'est un homme de conviction, c'est un homme d'idées,
C'est un homme qui n'a pas peur des débats. C'est un homme qui connaît le monde et qui va propulser le Québec dans le monde parce qu'il a une fine connaissance des relations internationales. Bravo Jean-François, je te souhaite tout le succès. Merci. Carmen Sabag Vaillancourt est quelqu'un qui a représenté au sein du Parti québécois depuis des années cette volonté d'ouverture à la diversité. Elle a été de ce combat-là au sein du comité qu'on a appelé de différentes façons, il y en a trop pour que je m'en souvienne, mais elle a toujours été là et y a toujours cru, et je suis content qu'elle soit présente aujourd'hui pour témoigner de son appui. Carmen. Moi, je suis extrêmement contente d'être ici et manifester tout mon appui à Jean-François. Et alors, pourquoi je l'appuie? Parce que ces propositions visent une démarche claire pour atteindre la souveraineté du Québec. Et aussi, elles visent une plus grande équité et justice sociale, chose qui me tient beaucoup à cœur, tout en abordant des enjeux socio-économiques et culturels fondamentaux pour le développement de notre nation. Et comme je dois être bref, j'aurais aimé dire beaucoup d'autres choses, je vais te laisser avec une citation qui a fait un grand nombre de temps et qui a dit la chose suivante. L'histoire nous appartient, mais c'est le peuple qui la font. Alors, avec toi, faisons-le. S'appelait Salvador Allende Gossen. Carmen, le poster de Salvador Allende est toujours dans ma chambre à Thetford Mines où j'habitais jusqu'à 18 ans et à chaque fois que je retourne chez ma mère, je le vois. El pueblo unido jamás será vencido. Voilà. On va rester dans le monde des Québécois d'origine latine. Rubén Dario Jiménez est coordonnateur de l'entreprise d'insertion sociale Service Pro-Prêt, membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce dominicaine de Montréal, fondateur de 2 institutions à but non lucratif à Montréal, dont Unidos por Nuestro País. Il fait partie de mon équipe de diversité. Rubén. Bonjour, j'appuie Jean-François Lisée pour son ouverture à la communauté latine, m'avoir appelé pour s'asseoir à la table, pour parler des besoins des latino-américains ici. On est au-dessus de 400 000, c'est important et pour moi, c'est la raison pour laquelle j'appuie Jean-François Lisée. Très heureux d'être ici aujourd'hui. J'ai perdu mon ordre. Jérémy Donne est le représentant jeune de l'exécutif du PQ dans La Fontaine. Jérémy. Merci. Donc, comme Jean-François vient de le présenter, je suis représentant jeune dans La Fontaine. C'est Rivière-des-Prairies, loin dans l'est de Montréal. Puis moi, essentiellement, je vais rester à 3 raisons. Premièrement, c'est lui qui a le point de vue, le constat le plus pragmatique sur l'indépendance du Québec, la position la plus raisonnable sur les questions de laïcité pour le Parti québécois pour la suite des choses. Et aussi, je salue la sympathie bien annoncée pour les problèmes de transport dans notre région, dans l'est de l'île. Donc, merci et bonne chance à toi, Jean-François. Merci. On a aussi avec nous Nicolas Bergeron. Alors, Nicolas, comme vous le voyez, fait partie de cette minorité opprimée par le docteur Barrett, qui sont les pharmaciens. Bonjour tout le monde. Je suis ici pour annoncer mon appui pour Jean-François Lisée. Je l'ai rencontré avec des collègues à moi. Et Jean-François a une vision très terre-à-terre. Il connaît très bien les enjeux du côté des pharmaciens, mais aussi du système de la santé. On est sur le terrain, nous, puis c'est beau se faire dire des choses parfois par des politiciens, mais quand c'est concret et c'est réaliste et c'est crédible et c'est senti, c'est vraiment ça que je ressens avec Jean-François. Et quand même, la santé représente 52% des dépenses de l'État québécois. C'est pas rien, puis c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît bien ces enjeux-là pour être capable d'être un bon chef d'État, puis c'est pour ça que tout le monde appuie. Merci.
Montréal, c'est aussi l'université, c'est la recherche, c'est le savoir. Et une de ces universitaires en vue est avec moi aujourd'hui, ancienne candidate en 2014, Louise Mailloux. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui, de donner mon appui à Jean-François. Alors, moi, ce que j'aime chez Jean-François, c'est qu'il n'a pas peur d'aborder des questions difficiles, des questions sensibles. Il est très conscient de l'importance de la laïcité. Et je suis persuadée qu'avec ses propositions, il va faire cheminer le Québec vers davantage de laïcité. Merci. Alors, j'ai aussi Farida Sam, qui est un jeune... Farida Sam, qui est une de nos jeunes Québécoises d'adoption, qui a fait partie de mon équipe aussi avec beaucoup de vigueur. Farida. Oui. Merci. Donc, je suis venue ici pour appuyer M. Jean-François Lisée. Je suis donc immigrante francophone laïque. Je juge que M. Jean-François, c'est le meilleur candidat. J'ai pris un peu de temps, mais je pense que c'est lui le meilleur candidat parce qu'il a une meilleure vision, une vision très saine sur l'immigration et également sur la laïcité. Voilà. C'est pour ça que je l'ai. Hafid Saidi fait partie de la génération montante des Québécois d'origine étrangère qui était très actif aussi dans ma campagne. Je suis très heureux qu'il soit avec moi aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je suis vraiment content d'avoir l'occasion de s'exprimer. On n'a pas la chance de là d'où je viens. Et j'appuie les ailes, c'est juste pour... il y a en fait beaucoup de choses, mais pour être bref, la chose qu'il a fait pour nous, mais pour moi, autant que Kabyle et nouveau immigrant ici, ça fait pas 3 ans que je suis ici, c'est qu'il a déjà mis un pont entre le Québec et moi, qui est le nouveau immigré, qui ne connaît rien au Québec. C'est lui qui a fait le premier pas de venir nous voir, savoir dont on a besoin et la vision qu'on a du Québec. Désolé pour ce je n'ai pas l'habitude. Mais c'est ça. Son programme, je le vois, c'est comme le programme. C'est le programme qui va permettre de voir pas juste le Québec jusqu'au référendum, mais le Québec après le référendum. Et c'est celui qui va bâtir, je le vois comme le candidat qui va bâtir le mieux les ponts entre ces nouveaux immigrants et ces groupes québécois dits de souche. Et c'est ça. Et, je vous souhaite tout le succès. Parfait. Pour sa première prestation en caméra à vie au Québec, en première mondiale. Quand vous verrez plus tard, première mondiale ici avec vous. Alors, nous avons des présidents de comté. Parce que vous savez, dans une organisation électorale, ça prend des membres, ça prend des présidents de comté, d'exécutifs de comté qui sont proches de leurs membres. Et je vais vous dire ce qui se passe en ce moment. Vous allez être intéressé. Il y a des bandes du Parti québécois, il y en a presque 80 000. Il y en a qui sont indépendantistes, qui ont pris leur carte, mais ils ne suivent pas l'actualité. Et là, on arrive dans une étape où il y en a qui se réveillent et se disent « Ah oui, c'est vrai, il y a cette course au leadership. » Qui se présente déjà? Jean-François Lisée! Et donc, ils appellent qui? Ils appellent leur président de comté. C'est pour ça que c'est important d'en avoir plusieurs. Alors d'abord, je vous présente la mienne, ma préférée, Mireille Arvizet, présidente dans Rosemont. Ben oui. Formidable, j'aime tellement ça parler. J'appuie Jean-François Lisée, ça fait des années que je le côtoie maintenant. Je l'appuie pour la clarté de ses propositions. La clarté de ses propositions et son énergie qui me dépasse tout le temps. Je lui ai dit l'autre jour, vous avez toujours l'air frais comme une rose. Quel est votre secret? Le shoot à l'œil au bolé. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. Merci. Le meilleur succès. Merci. Martin-Guy Cormier est président de l'exécutif dans Mont-Royal. Oui. Ah.
Bonjour. J'aurais aimé ça faire le décompte des 10 raisons pourquoi j'appuie Jean-François Lisée, mais je n'ai pas le temps, alors je vais tout escamoter jusqu'à la deuxième. Moi, ça m'a convaincu dès le départ, pas de référendum dans un premier mandat. Je pense que M. Lisée a eu la lucidité de reconnaître que les Québécois n'en voulaient pas, n'étaient pas prêts. Puis ça, c'est très important d'être à l'écoute de la population. Puis la première raison, c'est que M. Lisée est un grand social-démocrate. C'est un progressiste. Je pourrais mettre tous les synonymes qui existent. On peut le voir depuis des années avec tous ces écrits qu'il y a eu. Et puis moi, je crois que M. Lisée va mettre en application ce qu'il a écrit depuis tout le temps. Merci. Daniel Jean Primo. Ah, il est là? Non? OK. Donc, j'ai les messages de soutien de Hélène Bissonnette, présidente exécutive d'Embourassa Sauvé. André Daou, président exécutif dans Darcy McGee. André? André? Ah, vous êtes arrivé, André? Venez dire deux mots. Alors, André, c'est loin, hein, Darcy McGee, pour se rendre ici, puis le trafic, ça n'a pas d'allure. Bonjour, André. Moi, j'aime pas les micros. Vous n'aimez pas les micros? Ben, dites-le-moi dans l'oreille. Rapidement. Non, comme d'autres l'ont dit avant moi, je pense que M. Lisée est l'homme de la situation actuellement. Il a la compétence, il a l'expérience et il a le sens du mouvement et le charisme qu'il faut pour enfin nous approcher de notre idéal, de notre but ultime, l'indépendance. Merci, André. Alors, donc, Daniel Jean Primo, vice-président de l'exécutif dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, Marie-Louise Séguin, qui ce matin, on était à Beauharnois, a annoncé l'appui de son exécutif au complet dans Soulanges pour ma campagne. Et ça, c'est intéressant parce que l'exécutif de Soulanges avait décidé de rester neutre parce qu'il voulait proposer au Congrès un changement de statut pour qu'à la prochaine course, l'exécutif ne puisse pas prendre position dans la course. C'est un débat de démocratie qu'on peut avoir. Je trouve ça intéressant. Il y a des pour, il y a des contre. Et donc, il voulait donner l'exemple. Mais à mesure que la course avançait et qu'elle devenait très serrée, ils se sont dit, ben là, on veut faire des nouvelles règles pour la prochaine Coupe Stanley. Dans cette Coupe Stanley-ci, on veut être sur la glace. Alors, ils se sont réunis puis on dit, bon, on va tous appuyer Jean-François parce qu'on veut qu'il gagne, puis ensuite, on aura cette discussion-là pour la suite. Alors, il y a plein de gens qui pouvaient être ici aussi, qui ne le pouvaient pas. Bon, puis on sait que c'est déjà assez long comme ça, mais on pense qu'on a un échantillon représentatif de l'appui de Montréalais pour notre campagne. Je vous remercie à tous d'avoir été là. Et s'il y a quelques questions, on sera heureux d'y répondre. Chantal? Madame, je pense que c'est juste des caméras. Avez-vous des questions? Je suis la représentante journalistique. C'est ça, oui, effectivement. Vous avez été ministre de la Métropole, M. Lisée. De quelle façon ça a pu influencer vos orientations? Qu'est-ce que ça vous a donné comme outil, peut-être supplémentaire par rapport aux autres candidats? Écoutez, la Métropole, c'est un univers en soi. Et d'ailleurs, lorsque Pauline Marois m'a offert de l'aide, j'ai dit, écoutez, Pauline, moi, je me suis intéressé aux questions sociales, aux questions universitaires, aux questions... Mais la métropole, la mécanique, les arrondissements, l'habitation, j'étais vierge. J'ai vraiment... et puis j'ai dit, bon, dans ce cas-là, ça me prend un chef de cabinet qui connaît ça et un sous-ministre qui était André Lavallée, qui connaissait très bien ça. Et je me suis plongé dans ces dossiers-là et j'ai appris énormément au contact de Carole sur l'habitation et sur d'autres sujets, l'itinérance. Et vraiment, ça a été une période de très grand apprentissage parce qu'il y a une complexité, il y a des réalités, il y a des normes, il y a des gens, il y a des arrondissements très différents, il y a des dynamiques personnelles, il y a des réseaux de pouvoir. Et donc, ma première décision, ça a été de faire une série de rencontres avec des Montréalais en privé. J'ai fait ça pendant un mois, de tous les milieux, pour commencer à comprendre la richesse des enjeux. Et puis, donc, assez rapidement, donc, je me suis mis en œuvre. Et je sais que ces 18 mois et depuis 2 ans, je suis responsable de la métropole pour le Parti québécois comme porte-parole et président du caucus de Montréal. Donc, je n'ai pas arrêté de me plonger dans ces questions-là. Et comme il est certain que je ne demanderai jamais
à un député de région d'être le responsable de la métropole, ce qui est déjà arrivé dans le passé dans des gouvernements libéraux, et qu'en ce moment, quand je vais en région, je dis c'est quand même incroyable que les deux ministres du gouvernement Couillard responsables des régions sont deux députés de Montréal. Ça n'a pas de sens. Moi, je sais que mon ministre de la métropole, il va être de la métropole, et puis je vais bien connaître ses dossiers. Ça fait qu'il va falloir qu'il se lève de bonne heure pour me dire là. Je vois que j'ai fait un oubli. Richard Langlais, qui était candidat du Parti québécois dans Verdun, est avec nous et je lui demande de dire quelques mots. Richard. Alors, je ne vais pas répéter toutes les belles qualités qui ont déjà été mentionnées. Nous avons eu Jean-François il y a à peu près une semaine, lundi soir. Et puis, suite à cette rencontre, moi, je peux confirmer que 80-90% des gens, leur premier choix, c'est Jean-François. Wow. Mais pourquoi moi, je l'appuie en tant qu'ex-candidat? C'est parce que dans la fosse aux lions, ça prend quelqu'un qui est capable de se défendre. J'apprécie les autres candidats qui se présentent à la chefferie, mais je pense que les deux autres chefs de parti vont en faire que des bouchées. Des appétits, tu sais, on appelle ça des amuse-gueules. Et pour moi, c'est pas possible ça. Je veux pas voir ça comme ça. Donc, je pense que Jean-François a les capacités intellectuelles et qu'il a le leadership, un peu à cause peut-être d'avoir travaillé avec René Lévesque, peut-être. Ah, j'étais un peu jeune, avec Jacques Parizeau. Jacques Parizeau, c'est ça. Alors, anyway, si on veut changer les comtés rouges en comtés bleus, je crois qu'avec Jean-François Lisée, on peut. Bravo! J'en profite, j'ai toute la glace. Votre liste est longue quand même. Pour notamment la métropole, ce sont tous des plans qui peuvent être plutôt coûteux. On pense au logement social, l'éducation avec les CPE, transport collectif, etc. Ce serait quoi votre priorité dans cette longue liste-là, si on est réaliste? Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire en 4 ans. D'abord, les infrastructures, les investissements d'infrastructures. En ce moment, l'État québécois investit 10 milliards de dollars par an en infrastructures. Donc, ce sont des choix. Le fait que le ministre Barrette ait choisi de ne pas investir dans Maisonneuve-Rosemont, il a investi ailleurs. On sait que tous les projets sont bons, mais lorsqu'on a l'hôpital le plus vétuste à Montréal, ça devrait être le premier sur la liste, ce ne l'est pas. Pour ce qui est de la ligne bleue, c'est la même chose. Ça fait 10 ans qu'on dit tous qu'il faut investir dans la ligne bleue. Et là, on a un gouvernement fédéral qui a dit officiellement qu'il était prêt à aider le financement des deux projets, celui de la Caisse et la ligne bleue. On ne comprend pas pourquoi le chèque n'est pas déjà arrivé. Sur les autres éléments, écoutez, le gouvernement Couillard a fait un surplus honteux de 1,8 milliard de dollars l'an dernier sur le dos de qui? Sur le dos des CPE, sur le dos des patients en soins à domicile, sur le dos des enfants en difficulté dans les écoles. Ça a été terrible. Alors, on le sait, l'argent est déjà là, alors qu'ils ne font pas de développement économique. Imaginez si on faisait du développement économique, si on aidait les PME, si on retenait nos sièges sociaux, on aurait davantage de revenus. Et moi, je ne vois aucune difficulté à remplir toute cette liste-là avec les moyens dont on dispose et une bonne gestion du Québec dans les 4 premières années d'un mandat. Juste pour clarifier, pour être certaine que vous avez compris, vous avez parlé des CPE justement, et des garderies privées. Vous avez bien dit que les garderies privées qui fermeraient, leur permis serait automatiquement vendu ou donné. On va créer un mécanisme qui va faire en sorte, en effet, que si une garderie privée veut vendre son permis, le bassin d'acheteurs, ce sera l'État et les CPE. À combien le taux, le prix pour une journée pour les parents, vous pensez que les CPE peuvent rester? Moi, je pense qu'il faut revenir à un tarif unique. Nous, on avait proposé 9 $, c'était à l'époque, 9 $ plus l'indexation, on va recalculer, puis en 2018, on verra où on est. Mais moi, je pense que l'idée du tarif unique était la bonne idée et que c'était une erreur de choisir autre chose parce que c'est un service universel. Et là, en plus, on a, disons, un paradoxe supplémentaire parce qu'on offre des maternelles 4 ans dans les milieux défavorisés. C'est ce qu'il faut faire. Mais elles sont gratuites. Ce qui fait qu'il y a des enfants qui ont des maternelles 4 ans gratuites, il y a des enfants qui vont dans des CPE ou des garderies 4 ans non gratuites. Le Conseil supérieur de l'éducation a fait une recommandation de rendre le 4 ans gratuit pour tous. Là, c'est une question de moyens. Je trouve qu'il y a une logique dans ce qu'ils ont à proposer.
mais certainement la proposition de l'organisation actuelle du gouvernement libéral n'est pas soutenable. La dernière question, vous l'aimerez probablement pas beaucoup, mais on a beaucoup parlé de M. Parizeau, justement, aujourd'hui dans les discours qui ont été prononcés. Il y avait en même temps que votre point de presse l'inauguration du parc, Jean Parizeau. Oui. N'auriez-vous pas dû être là au lieu d'être ici? Ben, j'ai pas été invité, mais j'aurais aimé ça être là. Vous n'avez pas de gêne à vous inviter. Excellent, vraiment. Mais j'essaie de me discipliner. Mais vous savez que c'est pas très loin de chez moi. Alors, je ferai un passage et je rendrai mes respects à M. Parizeau. Et d'ailleurs, le parc existe parce qu'il est à proximité de la rue Robert où il avait sa résidence. Et j'ai de très bons souvenirs de discussions comme conseiller que j'ai eu sur la rue Robert avec M. Parizeau. Vous disiez, il y a un sondage léger qui a été publié hier. C'est à peu près l'égalité entre vous et M. Cloutier. Par contre, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'indécis, à peu près 25 %. Pourquoi vous pensez qu'il y a autant d'indécis? Qu'est-ce que vous faites pour aller les chercher? Je pense qu'il y a un mouvement intéressant. Il y a des gens qui, au début de la course, s'étaient dit bon, mais Alexandre semble le candidat qui a un bon élan. Et il y a des gens qui se sont, disons, attachés à sa personnalité au départ et qui ensuite, on peut laisser tomber le débat et à l'approche du vote, reconsidèrent leur vote. Et donc, avant de passer d'Alexandre à moi, ils passent dans un endroit neutre qui s'appelle être indécis. Alors, c'est bien qu'ils y passent quelques jours, mais il faut qu'ils fassent le reste du chemin d'ici mercredi, jeudi, vendredi prochain. Donc, vous pensez faire votre plein de ça? Absolument. Moi, je vis des indécis. On a, à quelques rues d'ici, il y a une salle où il y a 40 téléphonistes de notre campagne qui sont en train de les appeler un par un. Un par un, mais je sais que mon ami Alexandre, mon ami Martine fait la même chose, pas l'opération aussi, mais c'est certain que là, on est dans l'opération convaincre et on demande à ceux qui sont déjà convaincus de voter pour moi de contacter leur indécis. Hein. C'est la phase, trouvez votre indécis, adoptez un indécis et amenez-le avec vous. Et dans le même sondage, justement, on a parlé de votre position sur le référendum tantôt. 61% de la population du Québec contre un référendum, mais chez les partisans du PQ, c'est 85% pour. Comment est-ce que vous pouvez consolider ça? Est-ce que dans votre propre parti, il n'y a pas plus de gens qui sont pour ça, qui sont pressés, qui sont pour ça tout de suite? Bien, on va le savoir vendredi. C'est d'ailleurs l'intérêt de cette course, c'est que ça aurait pu être bien plate. Hein? Je veux dire, on aurait pu tous être d'accord, les 4 candidats. Un peu comme la dernière course au NPD, là, il y avait 9 candidats, les gens sortaient de la salle puis ils ne savaient plus qui avait dit quoi, tellement c'était juste des nuances de beige. Là. Nous, on a des vraies positions qui sont distinctes l'une des autres. Et vendredi soir, il y aura une des positions qui aura été avalisée par plus de 50% des membres du Parti québécois. Et donc, le débat sera tranché. Nous, on aime ça, discuter de la mécanique référendaire, mais on a hâte de passer à autre chose. Et c'est ce qu'on veut faire à partir de vendredi soir. Les membres ont choisi. Là, on applique la démarche de celui ou celle qui aura été élu chef et on arrête de parler de mécanique et on fait le vrai travail. C'est bon? Je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu.